Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être présents à ce deuxième printemps citoyen organisé par le Café citoyen du Val-d'Rouët. Après le défi démocratique l'année dernière, c'est au tour du défi... Non, défi climatique de l'année dernière, c'est le défi démocratique aujourd'hui. Les défis s'accumulent, voire interagissent entre eux. Le sujet de la démocratie intéressait spécialement Robert Croiset, membre du Café citoyen, qui nous a quittés ce mois-ci. Nous avons une pensée pour lui. Ce printemps citoyen coïncide avec l'anniversaire des 10 ans du Café citoyen du Val-d'Rouët. Mais cet anniversaire est aussi le vôtre. Sans votre présence au cours de toutes ces années, le Café citoyen n'aurait pas de raison d'être. Un aperçu du programme. Nous remercions vivement Yves Saint-Omer, professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, auteur de nombreuses publications portant sur la démocratie, d'avoir accepté d'échanger avec nous aujourd'hui. Après ce débat, qui durera environ 1h45, nous prendrons une pause d'une demi-heure, au cours de laquelle vous pourrez découvrir une publication tout juste sortie de presse, réalisée par le Café citoyen à l'occasion de ses 10 ans. Vous pourrez découvrir et vous procurer cet ouvrage, si vous le souhaitez, dès aujourd'hui, pendant la pause et après. Sur le thème de la démocratie, nous aurons aussi le plaisir de découvrir la nouvelle représentation de la troupe Ensemble tout contre, de Mathieu Barbance, qui a pour titre Liberté, égalité, etc. Après le climat, la démocratie, nous avons décidément le même agenda thématique. Cette représentation sera suivie du gâteau d'anniversaire. Un grand merci au lycée de Hanche et à son proviseur, M. Lénard, de nous permettre d'organiser cette journée dans ce formidable endroit qui est aussi un lieu d'apprentissage de la citoyenneté. Lorsque l'association a été fondée en 2015, des habitants d'Épernon et des communes voisines ont voulu répondre à un besoin qui leur semblait essentiel. Créer un espace où chacun peut s'exprimer, se sentir écouté et contribuer à une réflexion collective sur les enjeux de notre société. Et aussi, bien entendu, créer du lien social entre les habitants. Le premier débat, en juin 2015, avait pour thème « Comment vivre la diversité culturelle ?» a lancé cette belle aventure. Depuis, chaque rencontre a permis d'éclairer des sujets de société auxquels nous sommes confrontés. En 10 ans, c'est 41 débats qui ont été organisés. Les thèmes abordés ont été aussi variés qu'enrichissants. Des enjeux environnementaux aux problématiques locales, en passant par des sujets d'actualité nationale ou internationale. Ces moments de partage ont été rendus possibles grâce à l'implication des associations locales, des professionnels. Vous avez su faire vivre ce lieu de libre expression dans un esprit de respect, d'ouverture et d'écoute, loin de toute polémique partisane, comme nous l'avions voulu dans notre charte. Le thème de cette journée, la place du citoyen dans la démocratie, n'a pas été choisi par hasard. Il résonne particulièrement avec l'histoire et les valeurs du Café citoyen. Le Café citoyen du Val-d'Rouët porte des valeurs essentielles. Le respect, la tolérance et le dialogue. Ces valeurs sont le socle de la démocratie. Elles nous rappellent qu'être citoyen, ce n'est pas seulement voter, mais aussi s'engager au quotidien, écouter, comprendre, s'informer et dialoguer avec les autres. 10 ans, c'est aussi un nouveau départ. Il est notre devoir de continuer à faire vivre cet espace d'échange et de réflexion. Ensemble, renforçons notre rôle au sein de la communauté et continuons à donner à chaque citoyen l'envie et les moyens de s'impliquer. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire à notre newsletter en allant sur notre site. Face au déclin de la démocratie marquée par la montée de l'illibéralisme, des autocraties et des régimes autoritaires à travers le monde, il est crucial de promouvoir des valeurs citoyennes pour préserver le vivre ensemble, la cohésion sociale et défendre notre démocratie. Avant de conclure, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à cette aventure. Les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie, les intervenants, il y en a dans la salle,
qui enrichissent nos débats et les communes du Val-d'Rouët qui permettent d'accueillir ces rencontres. Merci également aux fondateurs de l'association qui ont eu la vision de lancer ce beau projet il y a 10 ans. Grâce à eux, nous sommes ici aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous avons de belles années devant nous. Quand je dis que nous avons de belles années, je veux dire que quand on observe l'évolution de la société, nous avons du pain sur la planche. Mais je suis convaincu que le Café citoyen du Val-d'Rouët continuera à jouer son rôle. Et comme aime à le rappeler Marcel Gauchet, sociologue et historien, la démocratie n'est jamais acquise définitivement. C'est un combat permanent. Merci à tous et vive le Café citoyen du Val-d'Rouët. Bonjour à tous. Donc nous allons poursuivre sur le programme qui a été présenté par Alain. Et je vais demander à notre invité d'aujourd'hui de nous rejoindre sur la scène, Yves Saint-Omer, que je vais présenter rapidement et qui nous fait vraiment un grand honneur de venir comme invité exceptionnel aujourd'hui. Yves a un parcours assez remarquable par plusieurs aspects, du fait qu'il a touché à plusieurs disciplines et qu'il a un parcours international dont je vais vous donner quelques exemples. Il est actuellement professeur, comme l'a dit Alain, de sciences politiques à l'Université de Paris 8, avec des responsabilités de master et d'autres. Mais il a commencé par des études d'histoire à Besançon et qu'il a poursuivi à Paris 8. Puis très vite, il s'est intéressé aussi à des aspects sociaux, avec une maîtrise en histoire sociale, mais en impulsant une idée des sciences politiques par ce qui s'appelait le DE à l'époque, Master 2 maintenant. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en même temps, il s'est intéressé à la philosophie. Donc il a un questionnement, on va dire, multiple sur ces thèmes de recherche. Je vous parlais de son parcours international. Son doctorat, il l'a fait à l'Institut universitaire européen de Florence. Et pendant ces années de recherche, il a été à de nombreuses reprises dans différents pays, à Francfort, à Harvard, avant d'avoir ce poste d'enseignant à Saint-Denis. Et on peut citer qu'il a été directeur adjoint du centre Marc Bloch à Berlin, entre 2006 et 2009, qu'il a fait des séjours à Yale, aux États-Unis, à Harvard, à l'University College of London, Humboldt à Berlin, à Goethe Institute à Francfort, en Belgique, Louvain-la-Neuve, au Pays Basque espagnol, où je crois que tu continues à enseigner, peut-être. Et de façon intéressante, il a aussi beaucoup d'expérience en Chine. Et peut-être que tu pourras nous en dire quelques mots pendant cette discussion. Professeur associé à l'Université du Pays Basque et de Neuchâtel, comme je disais, et membre associé au collège Nuffield d'Oxford. Comme si ce n'était pas assez complet, il a été un des fondateurs de la revue Mouvement et il a été conseiller pour les éditions La Découverte. Si vous allez sur son site internet, vous verrez qu'il a de nombreux sujets d'études. Je vais en citer juste 3 qui sont intéressants dans le cadre de la journée d'aujourd'hui. Il s'intéresse à la démocratie participative et la démocratie délibérative. Peut-être qu'il pourra nous parler un peu de ce qu'il a fait dans le cadre de la Convention citoyenne sur le climat. Il s'intéresse au tirage au sort en politique, qui reste quelque chose, je pense, qui n'est pas forcément connu pour la plupart d'entre nous, qui sera intéressant de discuter. Et puis, il est en train de rédiger un ouvrage sur les approches globales de la démocratie. Et donc, je voudrais juste finir par une citation qu'on peut trouver de Yves. Sur la question démocratique, comme sur la question écologique, le statu quo n'est pas une option. Donc je pense que ça justifie aussi sa présence parmi nous. Donc je vous remercie d'accueillir Yves et je vais passer la parole à Jean-Michel.
Bonjour à toutes et tous. Moi, je vais vous expliquer comment le débat va se dérouler. Il est composé en deux parties. La première partie est divisée en trois thèmes. Le premier thème, c'est les fondements de la démocratie, mieux comprendre ce que signifie la démocratie. Le deuxième thème est consacré aux menaces qui pèsent sur cette démocratie. Troisième thème, comment peut-on envisager un renouveau démocratique? Alors sur chacun de ces thèmes, nous allons, Renaud, Alain et moi, lancer les premières questions. On vous donnera la parole pour que vous puissiez en poser vous aussi ou donner votre avis pour chacun de ces thèmes. Ça, c'est la première partie du débat. La deuxième partie du débat, il sera complètement ouvert, complètement général, et on pourra discuter de tout, y compris de ce qui n'a pas été abordé lors de cette première partie. Donc voilà, donc trois thèmes qui sont inscrits là. Et puis avant qu'on commence, on voudrait vous proposer une petite vidéo introductive de ce débat sur la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, disait Abraham Lincoln. Les bases de la démocratie, les mots grecs démos, qui signifie peuple, et kratos, puissance ou pouvoir, sont en fait posées dès le 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Sur l'agora, le lieu de rassemblement dans la capitale grecque, les citoyens débattent et décident des règles qui régissent la vie de la cité. C'est la démocratie directe, où les citoyens exercent directement le pouvoir. Mais il faut attendre le 19e siècle pour qu'une théorie aboutie voie le jour. Elle est l'œuvre d'un juriste, Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis d'Amérique, élu en 1860 puis 1864. Un siècle et demi plus tard, sa fameuse phrase continue de faire référence. Entre-temps, deux grands modèles ont permis de faire progresser la représentation du peuple au sein des sociétés occidentales. Tout d'abord, le parlementarisme britannique, avec la promulgation du Bill of Rights en 1689, temps fort de la Révolution dite glorieuse, qui renforce la monarchie mixte et réaffirme le rôle du Parlement face à la couronne. Et un siècle plus tard, la Révolution française, qui pose les bases en 1789 de l'égalité entre les hommes. La formulation contemporaine de la démocratie qui s'est imposée peu à peu en Occident tout au long du XXe siècle implique un ensemble de critères, parmi lesquels l'élection au suffrage universel, le pluralisme politique, l'organisation d'élections libres, la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, ou encore l'indépendance de la justice. La démocratie suppose aussi l'existence de libertés publiques garanties par l'état de droit, comme la liberté d'expression, d'opinion, de réunion ou de la presse par exemple. Pour autant, il n'y a pas une, mais des démocraties, avec chacune leur histoire, leurs forces et leurs faiblesses. Manque de diversité des représentants dans les assemblées, corruption, pouvoir des lobbies, manque d'indépendance de la justice, atteinte aux libertés de la presse, risque de manipulation de l'opinion via les réseaux sociaux et la diffusion de fake news, les reproches qui sont faits aux démocraties ne manquent pas. Imparfaite et perfectible, la démocratie s'impose cependant comme un modèle de gouvernance. Mais peut-elle être un modèle universel? La notion d'universalité recouvre ce qui concerne et implique tous les hommes. En ce sens, la démocratie est donc universelle car elle représente des valeurs dont chaque individu ou société peut se saisir et en particulier tout gouvernement désireux de répondre aux aspirations de sa population. Récemment, les printemps arabes ont démontré à nouveau, s'il en était encore besoin, que les aspirations à la représentation directe et juste sont massivement partagées par les peuples dans la plupart des parties du monde.
Voilà, pour cette petite introduction. Donc Yves, je vais démarrer directement en enchaînant sur cette présentation, dans laquelle il y a une définition de ce qu'ils appellent la démocratie universelle. Et donc je voudrais simplement savoir si ce que tu en penses et si ça te paraît regrouper l'ensemble de la sphère démocratique. Merci. Alors je voudrais tout d'abord remercier le Café Citoyen de cette invitation et puis tous les membres ici présents du public. Pour moi, c'est à la fois fondamental de pouvoir sortir de ma boîte et de ne pas parler simplement à mes collègues et de pouvoir avoir des discussions avec le monde réel et les parties de ce monde réel qui sont les plus intéressées par ces questions-là. Et du coup, c'est un honneur d'être ici et je vous en remercie. Alors, pour répondre à la question et revenir sur le film, si je voulais être provocateur, je dirais c'est cette conception-là de la démocratie que je juge dépassée. Pourquoi ? D'abord parce que il me semble que cette mini-présentation de la démocratie qu'on peut retrouver dans beaucoup de dictionnaires, dans les réseaux sociaux, dans la presse, me semble très ethnocentrique. C'est-à-dire on part pour définir ce qu'est la démocratie, d'expérience européenne ou nord-américaine, et ensuite on l'étend au reste du monde. Comme si l'innovation démocratique dans l'histoire, elle venait simplement de l'Occident. Pour donner un seul exemple, il me semble qu'il aurait été fondamental, dans ces expériences démocratiques, de mentionner aussi la révolution haïtienne, qui, on en parlait ces derniers temps dans la presse, car c'est un anniversaire de ce point de vue-là, a été la première qui a posé la question de la décolonisation et qui a posé la question de l'égalité entre les humains, quelle que soit leur couleur et quelle que soit leur race, entre guillemets. Et ça, c'était fondamental à une époque où, aux États-Unis, on avait un système esclavagiste qui a perduré très longtemps, jusqu'à la guerre civile américaine, où Abraham Lincoln a donné cette fameuse définition, la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais la France, à ce moment-là, eh bien, elle a mené une guerre d'extermination contre les Haïtiens qui se révoltaient absolument horrible, et ils ont dû, pour avoir leur indépendance et être libres, payer une dette, se racheter eux-mêmes, et ça les a plombés pour le reste de leur histoire. Et donc, c'est un exemple fondamental. Il y en a plein d'autres, mais définir la démocratie simplement à partir des exemples européens me semble extrêmement réducteur. La deuxième chose aussi, pour laquelle c'est ethnocentrique, c'est qu'on présente la face claire de l'expérience de nos pays. La face claire, c'est les droits de l'homme, c'est la liberté de la presse, c'est les institutions représentatives électorales. Mais on passe sous silence la face sombre. Et il y a aussi une face sombre dans notre histoire. La face sombre, ça a été, je viens d'y faire allusion, référence, c'est l'esclavage, c'est les colonies, c'est les empires, ce sont les guerres à l'intérieur même de notre espace occidental. Et donc, présenter simplement l'histoire comme une histoire à succès nous fait oublier le reste. Or, ce reste, il fait aussi partie de notre expérience démocratique, mais ce n'est pas la façon dont on veut se souvenir. Il y a un troisième point aussi pour lequel je ne suis pas d'accord avec cette définition de la démocratie, c'est qu'elle oublie complètement le social et le fait que la politique, elle n'est pas coupée de l'organisation de l'économie et de la société. Et que l'histoire des 2 derniers siècles, ça a été une histoire qui n'était pas un progrès linéaire, continu, mais une histoire très mouvementée, avec des guerres, avec des révolutions. Et il me semble que, même si elles ont la plupart du temps mal fini, les révolutions socialistes ont aussi apporté des choses. On ne considérerait pas nos démocraties de la même manière aujourd'hui si on n'avait pas l'État social, si on n'avait pas des États capables de construire des choses comme ça, et où les élèves peuvent accéder gratuitement.
Or, cette dimension de l'État social me semble faire partie intrinsèque de la démocratie. Pour reprendre la définition d'Abraham Lincoln, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, il y a aussi cette dimension pour le peuple qu'il ne faut pas oublier. Et pour le peuple, c'est, comme cela a été défini en Grèce, la démocratie, c'est aussi un régime qui va d'abord favoriser les intérêts de la grande majorité de la population et pas simplement d'une élite sociale. Et puis, une autre dimension encore qui me semble absente et qui pourtant, au XXIe siècle, est fondamentale, c'est que l'âge d'or de nos démocraties, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. C'est le moment justement où se construit l'État social, où le niveau de vie augmente, où notre système semble stabilisé. Mais en même temps, c'est le moment où on s'engage dans la grande transformation, la grande accélération des gaz à effet de serre, qui met en danger la planète de façon croissante, qui était possible simplement parce qu'on était tout seul à ce moment-là, ou presque tout seul, à se développer à toute vitesse. Et aujourd'hui, est-ce que la démocratie, est-ce que le peuple peut être réduit simplement aux générations présentes? Comment intégrer les générations futures? Comment intégrer les non-humains? Donc il me semble du coup que cette définition de la démocratie qu'on a vue là, elle n'est pas fausse en disant certaines choses, mais c'est parce qu'elle ne dit pas qu'elle me semble trop limitée. Et que lorsqu'à la fin on dit est-ce que c'est universel? Oui. On a défini c'est universel simplement à partir de notre expérience occidentale, du Nord global, comme on dit aujourd'hui, et après en l'étend au reste du monde. Et il me semble que la démarche doit être une démarche beaucoup plus modeste, qui essaye d'intégrer davantage de choses et les défis du XXIe siècle. Et que donc, du coup, la démocratie, elle est à construire aujourd'hui. C'est pas évident, on ne peut pas se reposer sur les définitions classiques. Et peut-être qu'il y a un idéal avec plein de dimensions, mais l'idéal, on ne peut pas l'atteindre comme ça, et que donc il y a toujours des compromis à faire. On va insister sur telle dimension, dépend de telle autre, et ce n'est pas forcément les mêmes ici, de l'autre côté de l'Atlantique ou dans les pays du Sud. Ou alors peut-être qu'il y a des voies différentes, des voies démocratiques différentes qui sont ouvertes et que l'on ne peut pas ramener à un seul bloc. Donc, évidemment, n'hésitez pas à demander la parole si vous avez des choses sur lesquelles vous avez envie de réagir. Il y aura 2 personnes qui feront circuler les micros, mais on est dans vraiment un débat ou des échanges. Donc, sentez-vous libre. Il n'y a pas... voilà. Donc, vous pouvez commencer à poser vos questions et je vais vous passer les paroles. Mais je veux d'abord redonner une deuxième question. En fait, dans cette histoire d'universalité et de gouvernance par le peuple pour le peuple, on ne parle pas beaucoup, je trouve, des libertés. Est-ce que, alors que dès qu'on parle de démocratie, on dit que c'est le régime de la liberté, mais on entend beaucoup de choses sur une démocratie libérale. Est-ce qu'une démocratie est forcément libérale? Et quelles sont ces libertés dont la démocratie doit être le porteur? Alors, pour revenir un petit peu sur l'histoire du terme, quand en Grèce, on parlait de démocratie, on insérait la démocratie non pas en opposition à l'autoritarisme ou la dictature, comme aujourd'hui, mais on disait la démocratie, c'est le gouvernement du grand nombre, qui est opposé à l'aristocratie du petit nombre ou à la monarchie d'un seul. Et quand on demande aux citoyens en Asie de l'Est et du Sud-Est, qu'est-ce que c'est la démocratie? Ils répondent d'abord, c'est le gouvernement pour le peuple. C'est la justice sociale et le bien-être économique, bien plus que les règles procédurales et les libertés. Et ils répondent cela, que ce soit dans des pays socialistes comme la Chine ou dans des pays qui
officiellement le même modèle constitutionnel que nous, comme le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan. Et donc, il faut se dire, qu'est-ce que c'est que la liberté? Il me semble que ce qui doit être souligné, c'est que, comme l'a proposé le philosophe français Étienne Balibar, il ne faut pas parler simplement de liberté, mais d'égale liberté. Et que cette égale liberté, elle implique plein de choses, et pas simplement le droit de vote et la liberté d'expression, mais qu'elle implique plein de choses qui peuvent être aussi en tension les unes avec les autres. Les libertés individuelles peuvent se retrouver en tension avec les libertés collectives. On l'a vu quelque part lors du Covid, où les restrictions des libertés individuelles étaient faites au nom de la protection du plus grand nombre. On peut être d'accord, on peut être pas d'accord, mais en tout cas, il y avait une tension sur cette définition de ce qui comptait comme la liberté. Et on peut le prendre aujourd'hui au niveau écologique. Est-ce que l'important pour faire face à la crise écologique, c'est de laisser chacun faire ce qu'il veut, ses modes de consommation, de vie, dans l'organisation du territoire, ou est-ce qu'il faut des contraintes collectives pour essayer de sauver la planète, en quelque sorte, et en tout cas de limiter la catastrophe annoncée. Donc voilà, il me semble que c'est peut-être pas une réponse très positive, entre guillemets, mais que la démocratie, justement, c'est l'interrogation sur quelles sont les choses qui comptent, quelles sont celles qui comptent le moins, et comment faire la balance entre des dynamiques qui peuvent être en tension. J'ai vu qu'il y a des mains qui ont commencé à se lever. Je crois qu'il y a un monsieur ici, et après une dame aussi là sur la droite, et après, voilà. Donc, alors, on va commencer. Peut-être, on va prendre dans l'ordre des questions. Le monsieur là au milieu, là, voilà. Quelqu'un peut passer le micro, monsieur, avec sa veste. Levez la main, monsieur, pour que oui, on vous passe le micro, que tout le monde. Sinon, je peux parler fort. Non, ça sera mieux. Ça marche. Moi, je voulais remercier M. Saint-Omer de cette présentation critique de la démocratie. J'ai fait la même analyse, mais en partant d'un point de vue complètement différent. Je suis universitaire, mais scientifique. J'ai quitté la fonction publique pour ne pas être complice de ce que j'y voyais. Et depuis 20 ans, 25 ans, je travaille sur le problème des règles du jeu. C'est-à-dire, on peut toujours voir en personne quand il y a des problèmes, mais on peut se dire comment elles sont là, par quoi elles sont là, voilà, qui les a mis là et comment. Et donc j'ai été amené à réfléchir à tous ces problèmes du fonctionnement démocratique de notre société. Et j'ai notamment été assez bien instruit par le livre de cours de droit constitutionnel d'un grand professeur de droit qui est mort maintenant, qui s'appelle Maurice Duverger, et qui titrait son livre de droit constitutionnel « Institutions politiques en très gros caractère et en dessous, en tout petit caractère, et droit constitutionnel ». Et dès la préface, dans les dernières éditions, parce que j'ai eu l'occasion de consulter les premières, c'est pas tout à fait la même chose. Dès l'introduction, il explique que le droit constitutionnel, c'est la base de notre contrat social en fait, se trouve écrit d'abord pour les gouvernants et les dirigeants des sociétés, et sans que le souci pour le peuple se trouve au premier rang, en fait. Et ça, c'est partout dans le monde et partout dans le temps. Donc c'est une introduction très intéressante, et quand on décline, on s'aperçoit qu'il y a une grosse confusion entre dirigeants et gouvernants. Dans un bateau, celui qui donne la direction, c'est pas forcément celui qui tient le gouvernail. Et quand on élit des représentants, on pense élire des gouvernants, et en fait, on élit des dirigeants. Et ça, c'est une désappropriation assez forte. Et quand vous évoquiez le fait que vous étiez sensible au fait de désigner des citoyens tirés au sort, c'est mon cas aussi. Je trouve qu'il faut mélanger les points de vue sur le regard de la direction à donner, à la fois, et sur le regard du contrôle que cette direction est bien exécutée. Et là, il y a une défaillance majeure, puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est le préambule de notre Constitution, prévoit ça, et que c'est complètement inappliqué, qu'il y a des labyrinthes de complexité qui ont été mis
entre cette théorie et la réalisation pratique qui fait qu'en pratique, le citoyen ne peut rien contrôler du tout, et notamment si on parle des impôts par exemple, tout est mis dans un seul pot unique énorme dans lequel même les parlementaires n'arrivent pas à comprendre ce qui s'y passe. Je pourrais dire plein d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. Mais je vous remercie. Alors, sachez que la parole va vous revenir plusieurs fois si vous avez l'occasion. Ce que je propose, c'est qu'on prenne les 3 intervenants. Comme ça, on a un peu un aperçu des points que vous voulez discuter. Et Yves, si tu veux réagir sur différents aspects, on te repasse la parole. Voilà. Je me présente, Jacqueline Choiseau, du groupe Amnesty International de Rambouillet. Comme Amnesty International est une ONG qui s'appuie sur la Déclaration universelle des droits humains de 1948, et sachant que ce sont quand même des pays occidentaux qui ont mis en œuvre cette déclaration universelle, je voudrais savoir quelle valeur vous lui attachez, quelle confiance on peut avoir dans ce point de vue, cette adoption de la Déclaration universelle des droits humains. Merci. Donc il y a une 3e intervention et après une réaction. Bonjour, je me rends compte que ma question serait peut-être plus liée au 3e thème, mais bon, je la pose quand même. Moi, je suis dans une association qui promeut la démocratie participative depuis à peu près 4-5 ans, et ce dont on se rend compte, c'est qu'on parle beaucoup de la démocratie au niveau national, principalement pour l'opposer à la démocratie représentative, ce qui est fort dommage, et qu'on oublie quand même beaucoup, et même chez les universitaires, parce que j'en dis quelques-uns, de la démocratie au niveau local, qui me paraît le point essentiel. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être le 3e thème qui aurait dû accueillir cette question, mais le renouveau, le réenchantement de la démocratie se fera, à mon avis, auprès des citoyens, et le plus près qu'on peut être, c'est quand même dans les mairies. Donc ce sont les maires, les équipes municipales, qui peuvent réenchanter la participation démocratique, que ce soit le fait d'aller voter, mais aussi le fait de s'engager et de ne pas être citoyen uniquement le jour de vote, hein, ça c'est clair. Donc voilà, j'aimerais qu'on en parle un petit peu aussi de cet aspect local. Beaucoup de choses. Oui, alors je vais prendre les questions dans l'ordre. Il me semble effectivement que et vous avez raison de le souligner, des choses qui manquent aussi dans cette petite vidéo et cette définition-là de la démocratie, c'est un retour critique sur qu'est-ce que ça veut dire de confier l'essentiel des décisions dans ce schéma-là à des représentants élus. À l'heure où, en France, une très large majorité des citoyens pensent que les élus et les dirigeants politiques en général s'intéressent plus à leur propre carrière et à des intérêts de boutiques politiques, partisans, qu'à elles-mêmes et qu'aux propres citoyens et citoyennes. Je crois que de ce point de vue-là, alors on y reviendra au moins dans la 2e et peut-être dans la 3e partie de la discussion, il y a eu une évolution forte, et cette défiance croissante des citoyens par rapport à la démocratie électorale doit être prise au sérieux et à bras-le-corps. Alors en même temps, là je passe à la 3e des questions, on voit aussi que cette défiance, elle ne se pose pas de la même manière à toutes les échelles, et que c'est encore la démocratie locale qui satisfait le plus les citoyens, en moyenne. Et il me semble effectivement que cette démocratie locale, elle est fondamentale. C'était le grand philosophe américain John Dewey qui disait que la démocratie commence à la maison, entre guillemets. La maison, eh bien, c'est le local. C'est là où on peut voir le bout de ses actes. Et donc je crois que c'est tout à fait fondamental d'avoir cette dimension-là. Et en même temps, on ne peut pas s'y restreindre non plus. On ne peut pas, par exemple, penser qu'on va réguler les grands acteurs de l'Internet et la façon dont leurs algorithmes formatent le débat démocratique et le débat politique sans avoir des échelles qui ne soient pas simplement locales. Et donc il me semble que ce jeu sur les différentes échelles est tout à fait crucial pour ressourcer, entre guillemets, la démocratie. Et pour finir sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1848, il me semble qu'elle était le produit d'un débat beaucoup plus inclusif que n'étaient les déclarations des droits de l'homme de 89 ou le préambule, les premiers amendements de la Constitution
institutions nord-américaines, états-uniennes, et donc de ce point de vue-là, il y avait une ouverture forte. Il ne faut pas simplement oublier, qu'à l'époque où elle a été adoptée, la plupart des États indépendants qui avaient voix au chapitre étaient des États occidentaux. C'était avant la grande période de la décolonisation du monde. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que certaines dimensions semblaient, ne pouvaient pas être intégrées à l'époque parce qu'elles ne faisaient pas partie de la conscience générale. En particulier, tous les droits relatifs à l'écologie n'étaient pas quelque chose de fondamentalement présent dans cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il y a eu de ce point de vue-là une série de déclarations, à partir essentiellement des années 1970, de déclarations de l'ONU qui vont dans le sens de droit écologique, droit à un environnement de qualité. Et donc c'est une addition tout à fait fondamentale par rapport à la déclaration de 1948. Mais il y a aussi, me semble-t-il, une conception des libertés qui restait essentiellement dans le cadre des États-nations, même si ce n'était pas seulement dans le cadre des États-nations. Et aujourd'hui, une série de défis fondamentaux se posent à d'autres échelles, à des échelles plus globales. Et que du coup, il y a cette difficulté dans cette Déclaration universelle des droits de l'homme à prendre suffisamment frontalement au sérieux cette dimension globale des libertés. Je pense qu'il y aura peut-être une question sur cette première partie avant de passer sur une partie qui est aussi, à mon avis, qui va vous faire réagir, la deuxième partie. Je pense que, Willy, c'est sur cet aspect-là que tu voulais intervenir. Oui, j'avais juste... J'aurais aimé entendre les mots sciences, culture, éducation dans les fondements de la démocratie. Et je ne les ai pas entendus. Non. Là, tu peux réagir sur cette question, et après, on va passer sur le deuxième point. Je pense qu'il y a et vous savez qu'après, les paroles pourront revenir sur des points. Deux autres questions. Ah, j'ai pas vu, alors. On va prendre d'autres questions. Tu as bien fait de... Oui. Alors, voilà. Oui, merci pour votre début, parce que c'est vrai, il fallait faire un peu le point sur la réalité de la démocratie dans le monde aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est effectivement de me poser le thème de la démocratie, mais c'est vrai qu'elle est tellement diluée sur des aspects totalement différents, à tel point qu'on est déjà très victime de la notion de ruissellement. La démocratie, en fin de compte, c'est un peu fourvoyé sur des aspects très différents, et on a du mal à en sortir. Donc on justifie la notion de démocratie sous couvert un peu parfois d'acceptations qui n'ont rien à voir avec la démocratie, et ça c'est un point qu'il faut mettre en avant. Mais par contre, moi ce que j'aimerais entendre, c'est quand même cette notion d'intérêt général, parce que c'est tout le problème de la démocratie, c'est mettre en exergue la notion d'intérêt général et d'essayer de trouver un peu les outils qui nous permettent de travailler sur cette notion d'intérêt général. Parce que l'intérêt général, ce n'est pas non plus le ruissellement, on sait très bien ce que ça a donné. Donc effectivement, il faut peut-être repenser les outils qui nous permettent d'aborder la notion d'intérêt général. Je crois qu'il y avait encore une intervention. Oui, voilà, Philippe. Je fais aussi partie du groupe Amnesty de Rambouillet comme Jacqueline. Et dans la petite vidéo qui a été visionnée tout à l'heure, il y a, je pense, au niveau de la démocratie qui concerne le contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir, je pense que, comme vous l'avez dit, la lutte sociale en fait vraiment partie. Et son expression. Et justement, à Amnesty, on s'occupe du droit d'expression, notamment de la lutte sociale et notamment du droit de manifester. Surtout que ce droit, surtout les manifestations en tout particulier, sont sujets souvent à discrédit, que comme l'on dit, n'est-ce pas, les dimanches au soleil se sont beaucoup gagnés par des défilés sous la pluie. Alors, première question, sciences, culture, éducation. Bah oui, vous avez raison, j'aurais dû en parler, on aurait dû le faire entrer dans la définition
de la démocratie, parce que la démocratie, c'est pas simplement un statut juridique, c'est une pratique, et que cette pratique, elle se déploie de façon dynamique grâce à la culture. Et d'ailleurs, tout à l'heure, avec la pièce de théâtre auquel on va assister, ça fait partie de la démocratie, c'est fondamental. De l'éducation, on est dans un espace éducatif, et la façon dont on éduque les jeunes fait partie de la démocratie. Quand il y a des jeunes Allemands ou Allemandes qui viennent en échange dans un lycée français, ils sont étonnés, parce qu'il y a une manière d'enseigner qui est, disons, un peu, comment pourrais-je dire, sans être magistrale, voilà, magistrale, exactement. Et on l'a aussi malheureusement à l'université. Donc ça en fait partie. Et puis les sciences, plutôt que la science, parce qu'il y a une diversité de pratiques scientifiques, comment à la fois s'appuyer sur des expertises diverses, et en particulier scientifiques, et en même temps les mettre en discussion, ça fait partie de la démocratie. Reprenons l'exemple du Covid, on a eu des gouvernements qui disaient tous appliquer des politiques au nom de la science, mais d'un pays à l'autre, dans l'Union européenne simplement, eh bien ce n'étaient pas les mêmes politiques qui étaient mises en place. Et ça veut dire tout de même que les scientifiques n'avaient pas non plus un seul avis, même si, laissons de côté, disons, les charlatans, mais même en prenant les gens sérieux, eh bien, il y avait des discussions. Et il me semble qu'on aurait gagné à avoir des discussions politiques et démocratiques sur les choix à prendre, sur les... si on fait un confinement, on se protège davantage d'un point de vue purement épidémique, mais d'un autre côté, ça crée des problèmes par rapport, par exemple, aux jeunes qui sont désocialisés, qui ne vont pas à l'école, et que ce débat-là, il a été fait dans la société, mais pas suffisamment au niveau du... Alors après, les contre-pouvoirs, c'est tout à fait fondamental, mais simplement, dans la définition, enfin, dans la présentation qu'on a eue là, les contre-pouvoirs, c'était simplement des contre-pouvoirs institutionnels, plus, à travers le droit d'opinion et la liberté d'opinion et la liberté de manifestation, disons, le contre-pouvoir citoyen par rapport aux élus. Je pense qu'il faut aussi penser au contre-pouvoir par rapport aux grandes puissances privées, et en particulier les grandes corporations, les grandes transnationales, capitalistes, et notamment de l'Internet. Quel contre-pouvoir on peut faire par rapport à un capitaliste qui a été domestiqué à la fin, après la Deuxième Guerre mondiale, et qui aujourd'hui s'est affranchi des limites politiques qui pouvaient exister à l'intérieur des États-nations. C'est une des grandes questions du siècle aujourd'hui. Et puis pour finir sur l'intérêt général, il me semble qu'une des grandes questions sur lesquelles on travaille à la fois en tant que praticien et en tant qu'universitaire, c'est comment on construit cet intérêt général. Est-ce que l'intérêt général, il est le monopole, la définition de l'intérêt général est le monopole des élus et des experts? Est-ce que les citoyens peuvent y prendre part? Est-ce que l'intérêt général, il se construit de façon additionnelle? On vote, donc une personne une voix, une personne une voix, puis on fait la somme. Ou est-ce que cela passe par des débats publics, une délibération, comme on dit en prenant le sens anglais de la délibération, peser le pour et le contre d'une question avec des éléments d'information diversifiés et contradictoires, et la possibilité de développer cette discussion de la meilleure des manières possibles. Et donc, est-ce que la construction de l'intérêt général, elle est additive ou délibérative? Et donc, ce sont des questions fondamentales de la démocratie sur lesquelles, je crois, personne n'a de solution magique, et qui sont aujourd'hui sur la table et sur lesquelles il faut travailler. On va clore cette première partie sur ces questionnements nombreux et intéressants, et je vais passer la parole à Alain pour peut-être lancer la deuxième partie. Oui, donc la démocratie, je vais poser une question un peu globale. Face à la montée des populismes et à la crise de confiance envers les institutions, comment
analysez-vous les menaces principales qui pèsent sur notre démocratie? Alors, quand le vice-président américain Vance a dit « l'ennemi, il est à l'intérieur », la menace contre la démocratie européenne, c'est pas Poutine, c'est en interne, je pense qu'il avait raison. En partie. C'est-à-dire que la menace, elle est bien intérieure, principalement, et pas géopolitique, mais que les ennemis à l'intérieur, c'est pas ceux auxquels pensait Vance. Vance, il pensait à la culture woke, aux choses comme ça, et je pense que les ennemis, c'est d'abord la montée de ce qu'on peut appeler un national-populisme excluant, réactionnaire, qui se fonde sur des angoisses et des craintes qui s'appuient sur des expériences réelles, mais qui les tournent, disons, vers le passé, qui ne permet pas d'affronter les défis de ce siècle-là et des années qui viennent, que c'est ça le premier danger intérieur. Mais le deuxième danger intérieur, me semble-t-il, c'est celui que représentent les défenseurs du statu quo. Et en particulier, des lits très largement coupés de la vie réelle des gens. Je me rappelle qu'il y a 3 ans, il y avait, juste après le début de la guerre en Ukraine, une conférence sur le futur de l'Europe organisée par l'Union européenne avec des citoyens tirés au sort, des membres des parlements nationaux, des membres du Parlement européen, des représentants de la société civile européenne, des différentes associations. Et un des hauts représentants de l'Union européenne avait dit du fait de la guerre en Ukraine, nous allons devoir faire des sacrifices. Et ce nous était problématique parce que devoir payer 1 000 € de plus par an pour le gaz, pour certaines personnes, c'est pas fondamental. Et pour d'autres, par contre, cela représente un sacrifice qui est tout à fait considérable. Et donc, je pense que ce gouffre qui s'est ouvert entre les élites politiques et les simples citoyens constitue un danger tout à fait fondamental. Et du coup, si on prend un petit peu de distance historique, ma thèse, c'est que ce que l'on a vécu après la Seconde Guerre mondiale, pendant quelques décennies, d'une démocratie stable, d'un État social qui se renforçait, d'une progression démocratique dans la société, avec par exemple une participation de plus en plus importante des femmes dans la politique, dans l'université, dans le monde économique, que ce modèle-là était plus une parenthèse historique qu'un modèle qui représentait l'aboutissement de l'histoire, comme ça a pu être dit après la chute du mur de Berlin. Parce qu'il me semble que cet âge d'or reposait sur des conditions historiques assez particulières. La première de ces conditions, c'est que l'Europe et l'Amérique du Nord étaient au centre du monde et qu'on pouvait disposer des ressources de l'ensemble de la planète et les redistribuer aux citoyens européens. Et que cela relève du passé aujourd'hui. Qu'on est une province du monde, la part de l'Union européenne dans le commerce international, dans le PIB international est passée de 30% à 15% en l'espace de 2 décennies et demie ou 3 décennies, je ne me rappelle plus. Aujourd'hui, les Chinois produisent des voitures qui sont meilleur marché et plus performantes que les nôtres. Dans ces conditions-là, on n'a plus la même capacité de stabilisation économique et sociale de notre modèle. Une deuxième condition, c'était qu'on pensait qu'on pouvait exploiter les ressources naturelles sans limite. Et qu'aujourd'hui, le XXIe siècle est clairement un siècle où la question des limites de notre mode de consommation et de production se pose. Et qu'il n'y a aucune raison que les pays émergents ne demandent pas les mêmes choses que nous, mais qu'on sait bien que si tout le monde vivait comme nous vivons, nous, la planète irait dans le mur encore plus rapidement. Une troisième condition de la stabilité de ce modèle-là, c'est qu'on avait des États-nations qui étaient relativement efficaces pour gérer les problèmes majeurs de la société.
et qu'aujourd'hui, un nombre croissant de décisions se prennent à une échelle transnationale, et avec des acteurs qui ne sont pas seulement des acteurs politiques, mais aussi des institutions technocratiques comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et puis des grands acteurs privés. Les géants du net ont une capacité de définition de la façon dont nous vivons qui est bien supérieure à celle de la plupart des États. Les petits États, ils le vivent depuis longtemps, cette situation où finalement, ils doivent s'adapter à des décisions prises ailleurs. Mais dans un pays comme la France, il me semble qu'aujourd'hui, nous commençons à vivre, enfin nous sommes déjà largement dans cette situation-là. Et puis je voudrais ajouter encore quelque chose qui a profondément été transformé par rapport à ces quelques décennies d'âge d'or de nos démocraties, c'est la disparition des partis de masse. Les partis de masse, de droite et de gauche, étaient les principaux canaux de communication entre les citoyens et les décideurs. C'est un peu comme des éponges qui permettaient, même de façon imparfaite, d'avoir cette communication-là. Aujourd'hui, on a bien des partis politiques encore, mais pour l'essentiel, ils se réduisent à sélectionner les personnes qui vont être éligibles ou élues. Et en tout cas, de façon massive, les citoyens trouvent qu'ils ne sont plus des canaux de communication efficaces. Et du coup, il s'agit de trouver des manières de remplacer ce qui était l'outil central de nos démocraties et qui a largement disparu. Et du coup, il me semble qu'on est dans une situation où ce que mes collègues aux États-Unis disent, beaucoup d'entre eux en tout cas, the system is broken. Notre système est cassé. Notre système ne fonctionne plus. Alors c'est encore plus fort aux États-Unis, où il y a un vrai déclin civilisationnel, où on a une constitution qui est une constitution archaïque, qui a été faite il y a 2 siècles et qu'on peut à peine changer, où l'espérance de vie décline depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ils vivent, je crois que c'est 6 ou 7 ans de moins qu'en France. Quelque chose d'absolument incroyable, alors que c'est la première puissance internationale. Mais je pense qu'en Europe aussi, le système ne fonctionne plus. Et que sans prendre au sérieux la nécessité d'une rénovation fondamentale, eh bien on aura des problèmes. Et pour le résoudre, il y a évidemment des questions économiques et sociales qui se posent, mais il y a aussi des questions politiques. Et la troisième partie de notre discussion pourra y revenir. Il y avait une main qui se lève. Alors, je mets une là, au fond peut-être, non? Monsieur Bougara est perdu. Ah, Philippe. Oui, j'y vais. Moi, il me semble que dans la démocratie menacée, je verrais aussi la mise en avant un peu trop importante du droit tout à fait légitime à la sécurité des biens et des personnes. Sous prétexte de cette sécurité des biens et des personnes, on nous fait voter, adopter, enfin on ne sait pas qu'on nous fait, on adopte des lois qui peuvent être liberticides. Je pense notamment à des dispositions légales en France maintenant qui sont totalement contraires au droit international. Et je pense aussi à la vidéosurveillance qui, associée aux algorithmes et à l'intelligence artificielle, contient en elle-même des possibilités complètement liberticides. Bon, à ce sujet, le Conseil constitutionnel vient de censurer l'algorithme de vidéosurveillance qui avait été mis en place pour les Jeux Olympiques de Paris. Ouais. Oui, pour ma part, je suis tout à fait d'accord que la démocratie est d'abord menacée de l'intérieur. Bon, inutile de lister les ennemis, on les connaît. Mais je pense que la principale menace, et je reviens un petit peu sur ma question précédente, elle vient quand même de l'individu, le citoyen, qui ne s'engage pas, qui ne s'engage plus. Et non seulement ils ne vont plus voter, mais on sait que le bénévolat, de façon générale, est en déclin. Donc je pense que l'éducation à la citoyenneté, et à commencer par des lieux comme celui-ci, devrait aller au-delà d'une demi-heure toutes les 3 semaines sur l'éducation civique, mais vraiment savoir comment vivre ensemble, avec les différences qu'il peut y avoir, qu'elles soient sociales, raciales ou je ne sais quoi. Et donc de ce point de vue-là, il y a certainement un travail à faire. Et
peut-être que les élites doivent s'y atteler, mais elles ont aussi des fois des difficultés à faire passer le message « citoyens, engagez-vous ». Ça tombe bien, je vais rebondir sur ce que vous dites, monsieur, parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de démocratie si on ne met pas en œuvre des citoyens qui soient à la fois formés et correctement informés. Or, on est dans un monde où l'information arrive de partout. Il y a autant de fake news que de vraies news, si j'ose dire. Et si le tri n'est pas fait, ça ne peut pas marcher. Donc je pense que le modèle, notamment le modèle économique des médias, est vraiment réinterrogé pour permettre un accès franc et sain à une information correcte. Voilà. Alors, sur le droit à la sécurité, je suis d'accord. Je voulais simplement dire deux choses. La première, c'est que un collègue, Nicolas Duvaux, un sociologue, a montré que la sécurité, c'est aussi la sécurité économique. Et qu'il y a un développement dans à peu près tous les pays européens très fort de l'insécurité vécue subjectivement par les individus. Qu'est-ce que ça veut dire, cette insécurité subjective? Ça veut dire que vous pouvez avoir un job correct, avoir des bons revenus, des revenus corrects en tout cas, mais que si demain vous perdez votre travail, si demain vous avez des problèmes de santé majeurs, si après-demain vous arrivez à la retraite, eh bien là vous risquez d'être dans des situations de précarité. Et que la montée de cette insécurité subjective est un des facteurs anxiogènes les plus forts qui existent dans nos sociétés aujourd'hui, et que cela produit par contre-coup, par dérivatif en quelque sorte, parce qu'on a du mal à voir comment ça pourrait changer, comment on pourrait révolutionner complètement notre système socio-économique. Et on va chercher des boucs émissaires, et notamment... Et la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que vous avez raison sur les lois liberticides, et on pourrait ajouter aussi sur les pressions plus insidieuses à l'autocensure. Je veux dire que moi, tant qu'universitaire, dans ma carrière, je commence, voilà, les cheveux en témoignent, avoir une certaine bouteille ou une certaine ancienneté. J'ai jamais vécu ça. Et que sur des sujets comme le conflit israélo-palestinien, l'Ukraine, ou la façon de gérer l'islam en France, la pression pour l'autocensure est extrêmement forte. La présidente de mon université, il y a quelques semaines, a reçu un samedi à 22h un message qui venait de la part du gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur, pour lui dire: il y a de l'antisémitisme dans votre établissement, vous n'avez rien fait, vous êtes convoqué mercredi pour en parler. Ça a fait flop parce qu'il n'y avait rien de sérieux, mais dans une telle situation, cette pression-là est tout à fait liberticide aussi, même si ce n'est pas une loi, et donc ça se rajoute aux éléments que vous évoquiez. Sur l'individu qui ne s'engage plus, je crois, là encore, je ne suis pas en désaccord, mais je pense qu'on peut dire deux choses. D'une part, même à Athènes, les collègues historiens aujourd'hui montrent qu'à Athènes, qui était une démocratie très radicale par rapport aux citoyens, on sait que tout le monde n'était pas citoyen à Athènes, mais que tout le monde ne participait pas tout le temps. Mais ce qui était décisif, c'était de pouvoir contrôler les élites, d'une part, et de participer quand on pensait qu'il y avait des choses importantes. Et que là, par contre, les citoyens pouvaient participer directement à la prise de décision. Donc cette participation, elle ne peut pas être constante. On y reviendra sans doute dans la troisième partie de la discussion, mais elle est fondamentale. Et que, de ce point de vue-là, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas parce qu'on ouvre des espaces de participation que les gens s'y précipitent. Encore faut-il que ces espaces de participation ils débouchent sur la prise de décision. Bien trop souvent, on a de la participation qui est simplement de la parlotte. Et qui, on l'avait vu par exemple au moment du grand débat, 1,5 million de contributions, mais aucune manière de faire une synthèse réelle
des discussions, et à la fin, le Premier ministre dit bien les Français veulent moins d'impôts, ce qui était son programme électoral 2 ans avant. Si c'est pour ça qu'on fait de la participation, ça ne sert pas à grand-chose. La troisième chose, excusez-moi, que je voulais dire là-dessus, c'est que les modes de participation des nouvelles générations ne sont pas les mêmes. On le voit ici, il n'y a pas beaucoup de gens entre 15 et 25 ans. Et il y en a qui sont moins de 15 ans, ceci. Bravo, bravo. Vous avez tout de même du courage d'aller écouter des choses un peu bizarres, hein, comme ça. Mais mon fils, qui en a 16, récemment, on avait une discussion passionnée sur un thème politique. Il m'avait dit, vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes vieux. Et quelque part, il avait raison, c'est-à-dire que les modes d'organisation et d'implication et d'engagement des jeunes passent aujourd'hui plus par les réseaux sociaux, par Internet, que par une discussion de ce type-là. Il faut en tenir compte. Et voilà. Et donc, je ne pense pas que les jeunes générations soient moins engagées, mais je pense qu'elles sont engagées différemment. Et que la difficulté, c'est de réussir à combiner ces différents modes d'engagement pour qu'ils se parlent et que les jeunes ne nous disent pas que vous êtes vieux, vous n'y comprenez rien, vous ne pouvez pas comprendre. C'est ce qu'on a dit à nos parents. Ça fait longtemps, on a oublié. Et quant à l'information, je suis aussi complètement d'accord. C'est vrai aussi bien pour les médias traditionnels, dont la concentration capitalistique avec des intérêts aujourd'hui directement politiques de la part de certains des plus grands propriétaires de médias en France est une catastrophe. Et pour les réseaux sociaux, où s'il n'y a aucune réglementation permettant d'éviter la prolifération des fake news et des manipulations, ça sera une catastrophe aussi. Mais la question reste, qui juge de ce qui est fake news ou pas, de ce que sont les fake news ou pas. Et on n'a pas de réponse véritablement aujourd'hui. Les collègues qui travaillent sur cette question des régulations des fake news montrent qu'aujourd'hui, ça prête le flanc à des critiques de perspectives unilatérales. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, mais ça veut dire qu'il faut aussi le mettre sur la table de la discussion démocratique. Je voulais justement intervenir sur la liberté de la presse, liberté d'opinion qui sont défendues évidemment par Amnesty, mais pas seulement, et le droit à l'information, qui est un droit fondamental protégé par le droit international. Or, il s'avère, comme on sait, que dans beaucoup de pays, la plupart, des lois particulières sont faites pour restreindre cette liberté d'opinion. Alors, vous avez cité le cas de la liberté de presse en France, liberté des médias et des fausses informations. C'est un moyen, une information fiable, c'est un moyen pour les citoyens d'agir en connaissance de cause, aussi bien localement que nationalement ou internationalement. Bon, comme Amnesty est internationale, elle défend des droits. Par exemple, en Chine, évidemment, il y a les lois de restriction pour terroristes, et dans d'autres pays aussi. Bon, mais à quoi ça aboutit? Par exemple, la personne Zhang San, qui avait dénoncé en 2020 les moyens déficients de la Chine pour combattre la Covid, elle a été incarcérée, elle a été libérée l'année dernière. Il y a aussi le cas défendu de la prisonnière d'opinion Hang Tong Shou à Hong Kong, défendue par notre groupe et d'autres en France, parce qu'elle a invité pacifiquement à commémorer la répression de la place Tiananmen à Pékin en 1989. Elle est emprisonnée depuis 2021. En Russie, la censure des journalistes est terrible. Les patrons de presse sont obligés de les licencier. Ils sont acquittés. Et puis en France, il y a des pressions aussi. Par exemple, engager des procès judiciaires qui n'aboutissent au bout de beaucoup d'années. Et les journalistes sont incapables de donner suite à cause du prix que ça représente à payer. Et pourtant, c'est par une information
impartial, avec des enquêtes. C'est comme ça que procède Amnesty pour ses publications, de longues enquêtes. Les nouvelles ne viennent pas instantanément, il faut qu'elles soient vérifiées. Et c'est par ce moyen-là que les citoyens peuvent agir. Oui, je voudrais poser une question un peu subjective ou peut-être philosophique, je ne sais pas exactement. Mais la démocratie était menacée à l'échelle mondiale par l'émergence de modèles concurrents, entre guillemets, comme l'autoritarisme technocratique chinois. Oui, moi j'avais encore une question. Ouais, moi je fais partie du spectacle qui va avoir lieu tout à l'heure, donc ça fait 6 mois qu'on travaille sur la démocratie. Et vous avez parlé de l'âge d'or qui est en train de se finir. Et moi j'ai une petite réflexion à vous. J'aimerais bien avoir votre avis. En fait, ils sont agressifs parce qu'on gagne. Est-ce que le camp du progrès gagne? On a parlé de la Déclaration des droits humains de 1945. En fait, ça progresse. En fait, les droits progressent. Un des éléments forts, c'est MeToo. MeToo, ça a révélé des choses énormes. Maintenant, on ne regarde plus les films pareils, on n'écoute plus Jacques Brel pareil. Voilà. C'est-à-dire que ça a vraiment transformé la société. Et sur le sillage de MeToo, donc cette domination qui était sur les femmes, on ne peut plus supporter une domination contre les gens de couleur, contre les handicapés, contre les enfants, Bétarame, voilà, on sait. Et donc finalement les droits gagnent, on gagne en fait, le camp du progrès gagne, et donc en face, ils sentent qu'ils perdent, et donc ils sont de plus en plus agressifs. Voilà. Est-ce que du coup c'est une des explications, c'est pas la seule, mais pourquoi la démocratie, ils en ont de moins en moins besoin, parce qu'ils sont obligés d'aller très vite pour gagner encore de l'argent, etc. C'est ce que vous avez expliqué déjà. Alors, je vais commencer par cette question-là. Moi, je dirais les choses un peu différemment. Je suis une personne optimiste de nature. J'ai jamais été aussi peu optimiste que maintenant. Et en particulier, comparé à 20 ou 30 ans, j'ai plus la même vision. Alors, c'est sans doute l'âge aussi. Hein. Mais avant, j'avais l'impression que ok, on pouvait perdre une élection, une bataille sur un thème, mais que le sens de l'histoire était le bon. Et que si on perdait aujourd'hui, demain on gagnerait. Je ne suis pas sûr du tout que ça soit le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que je reformulerai, moi, le diagnostic, c'est plutôt de dire, il y a eu, d'une certaine manière, une révolution dans nos pays. Une révolution au niveau des droits sociaux, avec la résistance, la mise en place de l'État social, les droits dans les entreprises, une révolution au niveau des rapports entre les sexes et du rapport au genre, une révolution par rapport à notre passé colonial tout de même, qui a été d'abord on n'a plus de colonie, on a des broutilles encore, on le voit avec la Nouvelle-Calédonie ou Mayotte, enfin ce sont des broutilles par rapport à ce qu'on avait quelques décennies encore, et qu'il y a une contre-révolution en cours, voilà, par rapport à ça. Et moi j'ai l'impression tout de même que beaucoup des choses qu'on considérait acquises sont aujourd'hui en train d'être remises en question. Et je ne pense pas que ça soit simplement des combats d'arrière-garde, malheureusement, parce que c'est alors, aux États-Unis encore plus que je dis, mais que c'est pas du tout sûr que l'histoire aille dans le bon sens. Il y a peut-être une exception à ça, MeToo. Les rapports entre les sexes, me semble-t-il, jusque-là, ne sont pas remis en question frontalement dans les pays européens. Le parti national populiste le plus radical, l'AfD en Allemagne, a une leader qui est une lesbienne et qui vit avec une immigrée de nationalité suisse. Aux États-Unis, ça serait difficilement possible. En Europe, on est encore préservé là-dessus et j'ai l'impression tout de même que ça, c'est difficile à revenir en arrière. Et alors, sur la Chine, ce que je voudrais dire sur la Chine, c'est qu'il faut prendre des pincettes avant de juger trop rapidement ce qui se fait en Chine. Et que c'est le problème que j'ai souligné au début par rapport à cette petite vidéo. La Chine a une histoire civilisationnelle très différente de la nôtre, un système politique
très profondément différent d'une autre. Et qu'il s'agit aussi de comprendre sa propre logique et pas simplement de la juger par rapport à nos propres critères, par rapport à ce à quoi on est habitué. Par ailleurs, il faut prendre en compte le fait que nous n'avons de nouvelles sur la Chine, d'informations sur la Chine, que lorsqu'elles sont négatives. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est l'une des faces d'un système qui est beaucoup plus complexe que celui-là. Et que lorsqu'on prend en compte, non pas simplement la face noire, mais aussi la face claire, le jugement est différent. Pensez à ce qu'on aurait pensé de la France à la fin des années 50 et au début des années 60, si toutes les nouvelles ça avait tourné autour de la guerre d'Algérie. C'était fondamental, la guerre d'Algérie en France à la fin des années 50 et au début des années 60. Et la France ne se réduisait pas à ça. C'était aussi des années où la planification se développait, où l'État social se développait, où il y avait un début de démocratisation des rapports dans les entreprises, dans les institutions, dans les familles, des rapports entre les sexes. Et on aurait une vision complètement déformée de la France si on avait parlé simplement de cela. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on a cette vision déformée de la Chine, et que du coup, il y a des aspects d'autorisme croissant en Chine, mais qu'il n'y a pas que ça. Et qu'il y a aussi des aspects de transformation fondamentale des modes de vie, des gens qui accèdent à un confort et à des produits de consommation qui, pour nous semblent complètement naturels, mais qui n'étaient pas dans un pays comme celui-là. Il faut penser que la Chine, ce n'est pas comparable à la France, c'est comparable à ce que serait l'Europe, plus l'Ukraine, plus la Turquie, au moins, et plus les pays des Balkans qui ne sont pas encore chez nous. Gérer 1,4 milliard d'habitants, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc on pourrait revenir sur cette question de la Chine, mais ce que je voudrais dire, c'est que avant de juger trop rapidement, il faut essayer de comprendre que c'est très difficile de comprendre, parce que c'est un système différent du nôtre, qu'on a peu d'informations, et qu'on ne voit qu'une petite partie de ce qui s'y passe. Et du coup, c'est pas, je crois, un modèle alternatif par rapport au nôtre, c'est une voie de développement différente, avec ses faces sombres, qui sont tout à fait claires, mais avec des faces claires aussi, dont on gagnerait à les connaître davantage et à se demander dans quelle mesure on ne pourrait pas aussi importer certaines choses. Par exemple, l'argent massif qui a été mis pour une reconversion écologique de l'économie me semblerait tout à fait nécessaire à l'échelle européenne, et l'Europe n'a pas été capable de faire cela jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais sur quels critères s'appuyer pour porter un jugement? On sait par exemple que la Chine commet beaucoup d'exécutions. Or, elle ne publie pas ces chiffres. Bon, certes, il n'y a plus un milliard de petits Chinois qui crèvent de faim, il y a eu beaucoup de progrès. Mais à quel prix individuel? Parce que c'est tout à fait inégalitaire. Il y a certainement de la population qui vit plus confortablement, on le sait, mais ce n'est pas le cas de tous. Il y a encore des ouvriers qui sont comme dans des ghettos et qui travaillent je ne sais combien de temps, d'heures, c'est inimaginable, des vrais esclaves. Et ainsi, c'est sûr, on peut nous fournir des produits à très bon marché et gagner justement des marchés comme l'automobile, entre autres. Mais ça enrichit la Chine. Seulement, dans quelles limites on peut comprendre? Est-ce que vous qui connaissez bien la Chine, vous pouvez admettre ces traitements qui sont quand même inégalitaires? En général, on n'est plus touché par la violence explicite, vous parlez par exemple des exécutions, que par la violence lente, celle qui bouffe tous les jours la vie de millions de personnes. Si vous comparez la Chine à l'Europe, à l'évidence, que ce soit en termes de liberté d'expression d'un côté, mais aussi
de bien-être et même d'égalité. La Chine est un pays moins égalitaire que ne l'est la France ou l'Union européenne, même s'il y a eu une progression de l'inégalité dans nos pays. Mais si vous comparez la Chine à l'Inde ou à l'Afrique, la Chine, l'Inde et l'Afrique étaient au même niveau à peu près de développement au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Que de différence. Aujourd'hui, si vous êtes un ouvrier, si vous êtes une femme, si vous êtes un paysan pauvre, il vaut mieux, bien mieux, vivre en Chine qu'en Inde ou que dans la plupart des pays africains. Si vous êtes par contre un ou une intellectuel universitaire, alors là, effectivement, on peut en discuter. Donc, voilà, aujourd'hui, quand on est en Chine, on a une espérance de vie qui est supérieure à celle d'un citoyen américain qui naît au même moment. C'est énorme, oui, oui. États-Unis, la Chine, l'espérance de vie en Chine aujourd'hui est supérieure à celle de l'espérance de vie aux États-Unis. C'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose d'incroyable par rapport à la situation où ils étaient au sortir de la guerre et au moment de la fondation de la République populaire. Donc, il faut prendre en compte cela aussi. Aujourd'hui, les citoyens chinois n'ont jamais eu, par rapport à l'histoire, le nombre de libertés civiles, je ne dis pas civiques, mais de libertés civiles, où je veux vivre, avec qui je veux me marier, quel métier je vais faire, où est-ce que je vais aller faire du tourisme, qu'aujourd'hui. Ce sont aussi des éléments tout à fait fondamentaux. Je discute quand je suis en Chine, j'y vais tous les ans, entre quelques semaines et quelques mois, à part pendant la période du Covid. Je discute avec des gens qui sont à la limite de la dissidence et avec des gens qui sont pro-régime et des gens qui sont critiques. Mais il y a une chose qui est massive par rapport à tous ces gens-là, y compris des gens qui sont au bord de la dissidence, c'est le fait qu'en 15 ans, ceux qui sont fascinés par notre modèle occidental sont de moins en moins nombreux. Que là-dessus, Trump est un effet massif, mais ce n'est pas simplement Trump, c'est aussi ce que fait l'Europe. Et l'un des collègues avec lequel je discutais il y a 10 jours me disait qu'il lui est au bord de la dissidence, qui envisage même de quitter la Chine. C'est un conservateur confucéen qui critique le régime au nom d'autres valeurs. Il disait, quand je lis la presse occidentale, je deviens patriote. Parce que j'en peux plus de la façon dont on nous regarde. Je crois qu'il faut prendre ça au sérieux. Oui, j'aimerais bien revenir un petit peu à la définition de la démocratie, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit tous d'accord finalement sur cette définition, et moi j'ai un peu le sentiment, en vous écoutant, les uns et les autres, qu'il y a un peu deux conceptions diamétralement opposées de la démocratie, mais aussi de la liberté. Dans un premier cas, en fait, c'est peut-être un peu la liberté chez les modernes, c'est-à-dire l'idée de défendre les libertés individuelles contre la tyrannie de la majorité, et cette liberté chez les modernes, c'est un peu celle qu'exprimait Benjamin Constant à une certaine époque, et c'est des gens qui vont défendre l'état de droit contre le populisme, par exemple. Et puis une deuxième conception, qui est peut-être une conception de la liberté chez les anciens, qui est plus une conception de liberté plutôt collective, de gens qui cherchent à défendre la majorité, le principe majoritaire. Et j'ai l'impression de retrouver cette contradiction dans le fait que bien souvent, sur des sujets nationaux, mais aussi sur des sujets locaux, il y a une contradiction parfois entre ce que veut la majorité des citoyens et ce que décide la minorité de leurs élus. Et je pense que souvent, les élus sont plutôt partisans de la liberté chez les modernes, et leurs citoyens plutôt partisans peut-être de la liberté chez les anciens, qui est peut-être une liberté un peu qui est celle de la démocratie directe finalement. Et donc je pense qu'en fait on ne fera pas, à mon avis, l'économie de la tentation, en tout cas, de lever la contradiction de manière un peu dialectique entre ces deux conceptions qui sont quand même diamétralement opposées de la liberté. Et moi je crois pas mal à la dialectique, et je pense qu'à un moment donné, il va falloir vraiment qu'on travaille sur ce sujet-là. On prend encore deux questions, et puis après on passe au troisième point. Alors où est-ce qu'il y a le micro là? Là il y a un monsieur là. Alors monsieur, allez-y. Allez,
Allez-y, monsieur. Et après, là-haut, il y a quelqu'un qui a demandé la parole là-haut. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux sujets qui ressortent. Ce qu'évoquait Mathieu Barbos tout à l'heure, ça se retrouve dans finalement les dominations, en fait. Entre qui va gagner, qui est en train de gagner. Et voilà. Et en fait, le problème, c'est qui domine et qui a les outils pour dominer. Je crois que le vainqueur, entre guillemets, du combat, ce sera celui qui exprimera le mieux ses outils de domination, en fait. Donc c'est peut-être un pouvoir à se réapproprier. Pour les autres sujets, moi j'ai remarqué depuis longtemps qu'un des défauts de nos textes fondateurs, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, peut-être encore plus que la Déclaration de 89, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie des valeurs. C'est-à-dire, par exemple, là je vais plutôt citer celle de 89, celle de 89, il y a un seul droit sacré. Ça n'est pas liberté, c'est pas égalité, c'est pas fraternité et c'est pas justice. Il y a très peu de gens qui le savent, c'est l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est la propriété qui est déclarée comme le droit sacré. Sacré, c'est quand même un peu au-dessus des hommes, enfin des hommes, des femmes, des individus. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. L'article 16 parle de la justice. L'article 16 dit que si une société dans laquelle il n'y a pas de justice, ou cette justice n'est pas indépendante, eh bien, cette société n'a pas de constitution. Moi, si j'écoute les juges français, je dis qu'en France, on n'a pas de constitution. Une intervention là-haut, et après, on passera à la dernière partie pour essayer de voir s'il y a des solutions à ces difficultés qui sont remontées. Oui, un dernier petit mot sur la Chine. Moi aussi, je suis très prudent quand on parle de la Chine. Parce qu'il faut quand même se rappeler un point d'histoire, c'est que la période médiévale de la Chine, elle est quand même assez récente. Ils étaient encore il y a 50 ans dans une période presque médiévale. Et effectivement, ils ont choisi un capitalisme d'État, si on veut dire, si on veut le comparer au capitalisme privé, qui sont les États-Unis. Mais il ne faut pas oublier que les États-Unis, ce sont quand même les Européens qui avaient déjà, disons, relativement une certaine culture, qui ont été bercés par le berceau grec, etc., mais qui sont partis et qui ont créé les États-Unis. Donc ils avaient quand même, disons, une culture d'avance, tandis que la Chine, en fin de compte, a fait sa révolution avec peut-être effectivement des énormités, des exagérations dont on peut effectivement ne pas être d'accord, bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut être très sensible à leur évolution et comparer le stade auquel ils en sont aujourd'hui quand on voit la dégradation aux États-Unis. Donc ce qu'on peut espérer maintenant, c'est qu'arrive à ce niveau-là, ils vont peut-être se poser enfin le problème de la démocratie. Parce que ça, c'est une obligation quelque part. Ils ne peuvent pas continuer à fonctionner en tant qu'oligarchie. Parce que d'un côté, on a une oligarchie du privé, et là, on aurait une oligarchie d'État. Et si on se rappelle un peu les propos de Mao Tse-tung dans son petit livret jaune, il s'en méfiait déjà lui-même. Donc il ne faut quand même pas oublier cette portion d'histoire. Pour moi, il faut être extrêmement sensible sur ce qui se passe en Chine. Et ils sont en train de prouver que même technologiquement parlant, ils sont en train de nous dépasser, de nous déborder. Donc sur tous les plans, et sur le plan de la culture, ben, ils ont peut-être encore, eux aussi, ils ont un passé extraordinaire. Ils vont peut-être savoir l'exploiter. Et on peut attendre un peu à une évolution. Moi, je ne suis pas... Alors, bon, je m'appelle... Oui. Yves, si tu veux réagir rapidement, et puis après, je vais passer la parole à Jean-Michel. Sur la question de la dialectique entre liberté des modernes, liberté des anciens, et je crois qu'il faudrait ajouter liberté, on pourrait dire presque post-moderne. La question de la liberté aujourd'hui par rapport aux questions écologiques est quelque chose que ne se posaient ni les anciens, ni les modernes dans nos sociétés, en tout cas, est tout à fait fondamentale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une question ouverte. Et que il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de potion magique qui nous donnerait la solution. Mais que s'engager dans cette réflexion-là, à l'époque actuelle, c'est justement aller au-delà, moi je trouve, de cette vision un petit peu unilatérale de ce qu'on nous proposait dans la petite vidéo initiale, c'est de réintroduire tous ces éléments dialectiques. Là, je suis d'accord avec vous. Sur la question des droits et de
qu'est-ce qui était sacré. On peut citer aussi le fait qu'aux États-Unis, lorsqu'il y a eu les premiers amendements à la Constitution américaine, qui constituent l'équivalent de notre Déclaration des droits, les droits, ils étaient conçus comme des jokers. Les jokers, dans les jeux où le joker, quand on pose le joker, on emmène tout, il n'y a aucune carte. Donc c'était quelque chose d'absolu qui valait contre l'État, mais qui valait aussi dans sa famille, des hommes par rapport aux femmes, et des maîtres par rapport à leurs esclaves. Et que ce qui a été mis en cause, essentiellement au XXe siècle, c'est que ces droits, c'était plus des jokers, c'était des atouts. Ils sont importants, mais ils peuvent être contrebalancés par d'autres atouts. Et il y a justement ce jeu dialectique entre différents types de libertés qui doivent s'équilibrer, entrer en tension les unes avec les autres et essayer de former un tout. Et pour finir sur la Chine, là encore, c'est une histoire super compliquée. C'est d'un côté un État qui fonctionnait mieux que l'État européen, que les États européens pendant très longtemps. Il ne faut pas oublier par exemple que les concours de la fonction publique, aujourd'hui on parle du service public, des concours de la fonction publique, on les a importés de Chine. C'est Napoléon qui l'a importé, parce que les jésuites pendant plusieurs siècles avaient fait les éloges de la façon dont l'État chinois fonctionnait très bien. On a eu des importations chinoises, et notamment celle-là. Si on passe le baccalauréat et les concours de la fonction publique, c'est une importation chinoise qui date d'il y a 2 siècles. Et puis il y a une période de décadence. Et la violence des relations sociales qui existaient en Chine avant la Révolution, c'était incroyable. Et ensuite, eh bien, ils ont fait... En 70 ans, ils sont en train de faire un parcours qu'on a fait en 2 siècles, en quelque sorte. Les conditions de vie de certains travailleurs que vous évoquez sont réelles. Elles évoquent Zola, Dickens, qui étaient décrits comme les conditions des travailleurs européens à la fin du XIXe siècle, au moment du capitalisme sauvage. Il faut aussi ajouter qu'il y en a de moins en moins, et qu'aujourd'hui, ce type de travailleur-là, il va avoir tendance à vivre ailleurs qu'en Chine, de moins en moins. Là encore, je vais vous donner une anecdote, mais j'étais dans une université à Pékin et puis après à Shanghai, où, en venant d'une université publique française, j'avais l'impression de venir du tiers-monde et d'arriver dans un pays développé, et j'ai demandé à mes collègues en disant, moi j'ai envie de voir autour les quartiers populaires. Ils m'emmènent dans les quartiers populaires. Je leur dis, attends, ne me dis pas des conneries, avec les voitures qu'il y a là, en bas des immeubles, ce ne sont pas des quartiers populaires. Ils disent, bah si, parce qu'aujourd'hui, on a tellement fait baisser le coût des voitures électriques ou hybrides, que, en gros, une classe moyenne inférieure ou une classe populaire un peu supérieure, c'était à Shanghai, ceci dit. Eh bien, ils peuvent se payer ces voitures-là. C'est impressionnant. Et puis, je prenais l'équivalent d'un Uber, c'est Didi là-bas. On était sur le périphérique, et puis d'un seul coup, le chauffeur me dit « Oh, regarde !» Enfin, il me montre, et je regarde sur ma droite, et il y avait une voiture sans chauffeur qui passait. Personne. Ils font des tests, donc ils nous dépassent, et puis ils mettent son clignotant, qui va sur notre fil de voiture avant. J'étais tellement étonné que je n'ai pas eu le temps de faire une photo. Et aujourd'hui, c'est pas à cause des travailleurs qui vivent dans des conditions comme celles décrites par Dickens ou Zola, c'est parce qu'ils ont des robots. Et donc, voilà, on est dans un pays qui se transforme à une vitesse incroyable. Alors, on va essayer de conclure avec ce troisième et dernier thème, le renouveau démocratique. Comment revigorer, réenchanter l'idée et la pratique démocratique. Vaste question, très vaste question évidemment. Des pistes ont été lancées au cours de cette discussion très intéressante. Alors je t'ai entendu Yves dire qu'il faut agir évidemment à plusieurs niveaux. On est, je crois, tous convaincus de cela. Le niveau international, le niveau national, le niveau local. Alors, comment cette idée, cette pratique démocratique pourrait incarner à nouveau à l'échelle internationale? Quel chemin tu vois vers un nouvel espoir populaire, vers un
un idéal de gouvernance plus juste pour les peuples. Ça, c'est à l'échelle internationale. À l'échelle nationale ou à l'échelle plus locale, que faut-il faire? Est-ce que c'est... il faut réformer les institutions, comme disent certains, il faut développer la démocratie participative et donc l'implication des citoyens. Est-ce que c'est une 6e république dont on parle? Est-ce que c'est une démocratie plus directe à la Suisse? Est-ce que c'est d'autres méthodes de gouvernance? Voilà, la convention citoyenne, les conventions citoyennes aussi. Autre exemple, le tirage au sort. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors, clé en main, voilà, il y a une recette, tac, 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 on va dans un monde merveilleux. Alors, c'est un peu difficile à répondre à tout ça en quelques minutes. Ce que je voudrais dire, c'est d'abord commencer par dire, quand on prend, là encore, un peu de recul historique, au XXe siècle, la politique dans nos pays et à l'échelle internationale, le système politique institutionnel, il était complètement différent du système du XIXe siècle. Si vous mettez le suffrage universel, vraiment universel, c'est-à-dire incluant les femmes, l'État social, les partis de masse tournés non pas contre les institutions, mais permettant la participation des couches populaires aux institutions. La création des institutions internationales et d'une amorce de droit international, on a un système d'institutions politiques à toutes les échelles qui était complètement différent de ce qu'il y avait au XIXe siècle. Et bien moi je pense qu'au XXIe siècle, on ne s'en tirera pas si on n'a pas un changement de cette ampleur-là. Et que si on se contente de notes de bas de page, de transformation à la marge, de mini-lois, on ne va pas s'en tirer. Et qu'on va vers des lendemains qui déchantent. Et que donc il faut changer radicalement les choses en s'appuyant sur notre expérience et des choses positives que nous avons, et on a, heureusement. Sur une voie particulière, on ne peut pas prendre la voie chinoise, c'est évident, mais d'ailleurs on ne peut pas demander aux Chinois de prendre la nôtre. Une des choses sur lesquelles tous mes interlocuteurs sont d'accord, y compris ceux qui sont les plus critiques du régime, c'est de dire, nous, on ne veut pas mettre la compétition partidaire en Chine aujourd'hui comme voie de démocratisation, regardez ce que ça donne chez vous. Et j'ai du mal à leur dire qu'ils se trompent. Mais nous, on ne peut pas prendre la voie chinoise non plus. Je pense qu'il faut essayer de penser une démocratie 3.0, démocratie des anciens, démocratie des modernes. Et bien la démocratie du XXIe siècle, ça doit être une nouvelle démocratie. Alors, les voies pour le faire, alors on peut faire ce catalogue magnifique. On peut, par exemple, dire qu'à l'échelle internationale, aujourd'hui, penser à la COP, au sommet du climat qui va se tenir à Belém, au Brésil, à l'automne, et ben, dans cette discussion-là, il y a des coalitions bizarres entre les États des petits îles du Pacifique, des ONG internationales. Je ne sais pas s'il y a Amnesty International là-dedans, mais il y a par exemple Greenpeace ou Oxfam, qui sont parfois délégués par les petites îles du Pacifique qui n'ont pas assez d'experts pour pouvoir participer efficacement aux discussions, comme des représentants de ces petites îles du Pacifique qui risquent d'être submergés par l'élévation du niveau des océans. Des entreprises privées qui sont spécialisées sur l'économie verte du futur. Tu me disais, il n'y a pas longtemps qu'ici même, il y a eu des organisations qui avaient subventionné votre printemps citoyen l'an dernier ou il y a 2 ans, qui étaient dans une optique écolo finalement assez radicale. Et bien, il y en a aussi à l'échelle internationale. Et donc des coalitions bizarres. Simplement, aujourd'hui, le poids, il est totalement déséquilibré entre les grands lobbies des transnationales qui font du greenwashing et puis les associations qui défendent le futur de la planète. Et je crois que rééquilibrer ça est fondamental. De même qu'il serait fondamental de transformer les institutions internationales formelles du type de l'ONU. On ne peut pas rester, par exemple, avec un Conseil de sécurité qui est composé des puissances qui sont sorties victorieuses
de la Deuxième Guerre mondiale, et que l'Inde, 1,4 milliard d'habitants, n'ait pas la même voix au chapitre que la France, c'est invraisemblable, c'est pas possible, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, en tout cas, si on ne veut pas qu'il y ait des alternatives non présentables à l'ordre international actuel. Donc ça, c'est pour l'échelle internationale. Pour des échelles nationales ou locales, il me semble qu'il y a pas mal d'expériences qui se font aujourd'hui qui sont prometteuses. Ce n'est pas des solutions miracles, de nouveau, mais c'est prometteur. Rappelons-nous qu'au moment des Gilets jaunes, la grande revendication politique, c'était le référendum d'initiative citoyenne. Et je crois que le président de la République, on peut penser ce qu'on veut de lui, mais que là, il a manqué une occasion historique de transformer en profondeur notre système politique s'il avait poussé pour instaurer le référendum d'initiative citoyenne, vu le mouvement qu'il y avait eu, y compris les réticences du Sénat et tout, n'aurait pas pu. Et qu'on aurait changé de république sans même changer de constitution, si on avait fait ça. Pensons à l'exemple de la Suisse, où dans des communes et des ensembles du type de celui dans lequel vous vivez, eh bien les citoyens vont voter sur une quinzaine de sujets, 3 fois par an, parfois 4, sur des questions qui peuvent toucher le local. Est-ce qu'on va mettre des éoliennes sur le territoire ou pas? Ils vont voter sur les systèmes de transport à l'échelle régionale. Qu'est-ce qui est prioritaire si on fait le Grand Paris? C'est quoi les lignes qui doivent se faire? Est-ce que le schéma proposé est le bon ou pas? Et puis sur des questions nationales. Admettons la réforme du système des retraites. Si on avait eu un référendum à l'issue de cette période-là, où on a eu l'impression, pour beaucoup d'entre nous, je crois, qu'on avait un gouvernement qui transformait de façon assez fondamentale, en tout cas importante, un des piliers de notre système social, contre l'avis de tous les syndicats, contre l'avis de l'opinion publique mesurée par les sondages, contre les gens dans la rue, et même contre une majorité de son Parlement, si on avait dit il y a la possibilité d'un référendum d'initiative citoyenne pour trancher cette question-là, je pense qu'on n'aurait pas la même défiance par rapport au système politique que nous avons aujourd'hui. Donc il me semble que le référendum d'initiative citoyenne à tous les niveaux devrait être développé. Et quand on vote, comme les Suisses, 15 fois par an, qu'on a la possibilité de voter 15 fois par an, parce que tout le monde ne vote pas à chaque fois. Il y a des gens qui vont se déplacer, puis qui vont, sur les 5 thèmes proposés, voter sur 2 thèmes, puis les autres, ils s'en fichent un peu, ou ils ne s'estiment pas compétents, ils ne sont pas renseignés, ils ne vont pas voter. Mais, par contre, si on vote 15 fois par an, on a la possibilité de voter 15 fois par an, on va répondre aux questions posées, et pas à celui qui la pose. Un des problèmes du référendum à la française, c'est qu'il est plébiscitaire, et que les gens vont voter pas tellement sur la question, en tout cas beaucoup ne vont pas voter sur la question, mais vont voter contre la personne qui la pose ou pour la personne qui la pose. Donc ça, il me semble que c'est une des voies de rénovation importante de notre démocratie à tous les niveaux. Une deuxième voie de rénovation, c'est cette question du tirage au sort. On a eu l'exemple en France avec la Convention citoyenne pour le climat. Tous les gens qui observent des assemblées citoyennes de ce type-là, donc des citoyens tirés au sort, ordinaires, qui, parce que c'est fait sur la base de quotas, un petit peu comme des sondages d'opinion, représentent la diversité de la population française, bénéficient d'un matériel informatif équilibré, vont pouvoir auditionner des experts, des parties prenantes développant des orientations politiques différentes, discuter, un débat organisé avec, comme ici, des animateurs de la discussion qui vont essayer de répartir la discussion peut-être de façon plus égalitaire qu'aujourd'hui. Nous avons eu une discussion pour éviter que celles et ceux qui prennent plus facilement la parole ne monopolisent la question, le discours. Eh bien, quand on observe ça, c'est très impressionnant de voir la qualité des discussions. Et au bout du compte, la Convention citoyenne pour le climat avait fait une série de propositions qui n'étaient pas parfaites, loin de là, mais qui étaient plus ambitieuses et plus cohérentes
pour respecter, ce qui était sa mission de formulation, les engagements de la France de réduction des gaz à effet de serre, qui étaient plus ambitieuses et cohérentes que ce qu'avaient fait les différents gouvernements et parlements dans les années précédentes de différentes couleurs politiques. Et puis ça n'a pas été pris en compte de façon systémique. Il y a eu certaines propositions, parce qu'elles ne gênaient pas trop, parce qu'elles étaient déjà prévues, mais en gros, il y a tout de même eu un détricotage de la logique de la chose, et ce détricotage, aujourd'hui, il atteint des sommets dramatiques. Enfin, quand on voit la baisse d'ambition par rapport à la transition climatique, ou à la bifurcation climatique, c'est aujourd'hui. Donc, il me semble que ça, c'est quelque chose de fondamental. Les citoyens, si on veut avoir des citoyens normaux et pas spécialement intéressés par la politique, il faut qu'ils soient rémunérés quand ils y participent. Et je pense qu'à différentes échelles, ça peut être organisé. Je suis un peu sceptique par rapport à un niveau local, comme celui des différentes communes ici, qui nous entourent. Parce que ça coûte cher, c'est du monde, mais il me semble aussi qu'une vieille procédure que les Grecs utilisaient, l'assemblée de tous les citoyens, ça a été aussi développé beaucoup dans la partie nord-est des États-Unis, on appelait ça le town meeting, ça continue à exister, mais sous des formes particulières aux États-Unis aujourd'hui, devrait être possible. Je donne un exemple. Ma mère habite dans un petit village du Bas-Jura, 300 habitants. Avant que la communauté de communes soit agrandie au forceps, il y avait environ 3000 habitants, comptant les villages alentours. Il y avait une crèche. Mauvaise gestion de la communauté de communes, il se trouve en déficit budgétaire et les élus décident, et en particulier la présidente de la communauté de communes, décide de supprimer la crèche. Ça provoque une vague de protestation parce que c'était aussi la possibilité d'attirer des jeunes dans un village qui s'était considérablement vidé, ses populations les plus jeunes. Discussion assez rude, et puis finalement, les conseillers de la communauté de communes, et en particulier sa présidente, maintiennent leur décision. Et si ça avait été s'il avait été possible de faire une réunion publique pour décider d'une question qui n'était pas prévue dans les programmes municipaux des différentes listes qui ont composé la communauté de communes, il me semble que s'il y avait eu un référendum là-dessus, il me semble que ça aurait été préférable. Peut-être le référendum ou l'assemblée de tous les citoyens qui le souhaitaient aurait abouti à confirmer cette fermeture de la crèche, mais ces citoyens n'auraient pas eu l'impression qu'on leur imposait quelque chose. Et de la même manière, le fait de faire une politique de participation quotidienne me semble à la fois difficile, mais important à une échelle locale. C'est une échelle qui est tout de même plus facile pour l'organisation de cette participation que l'échelle nationale. Ça demande moins de moyens, ça demande de l'énergie, par contre, mais que cela doit être développé aussi. Et pour finir, il me semble que si on prend ces différents niveaux-là, l'ampleur des changements possibles et nécessaires, on peut se dire, ouais, en même temps, aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup, comment ça pourrait se faire. Même un mouvement de protestation aussi important numériquement et symboliquement que les Gilets jaunes, finalement, n'a pas abouti. Donc comment on peut penser que ça pourrait changer? Et c'est presque révolutionnaire comme changement nécessaire. Et en même temps, évidemment, si c'est le paradigme de la prise de la Bastille pour penser la révolution, je ne suis pas sûr qu'on trouve une majorité écrasante qui veut faire une nouvelle révolution française. Mais on peut se poser la question d'une transformation fondamentale d'une autre manière. Tout à l'heure était évoquée la question de MeToo. Quand on essaye de comprendre ce qui s'est passé avec la révolution féministe, depuis les années 60 ou 70 du siècle passé, on a une des transformations les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Une transformation anthropologique fondamentale, révolutionnaire. Enfin,
Regardons-nous ici, aujourd'hui. Et pourtant, elle ne s'est pas faite avec un parti qui a pris le pouvoir, avec une leader charismatique qui aurait entraîné derrière elle les masses, à partir d'un moment où tout bascule, mais on a eu une pluralité d'actrices, et aussi d'acteurs, dans les institutions, dans les tribunaux, dans les partis politiques, dans les familles, dans les sociétés, qui ont tous ensemble, sans se coordonner particulièrement, poussé pour une transformation qui a radicalement transformé la société. Et il me semble que si on pense, disons, la révolution démocratique à venir de cette manière-là, c'est pas impossible qu'on puisse avoir une telle transformation avec des actions comme celles que vous faites là, de discussion locale, pour essayer de comprendre où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire, avec des choses qui peuvent se faire à d'autres échelles, dans d'autres lieux, jusqu'à des échelles transnationales, et que cette convergence paradoxale, pas prévue, d'acteurs aussi divers, peut nous permettre de faire face à la situation. Et c'est pas sûr que ça marche, mais au moins, ça offre un certain espoir. On a le temps de 2 ou 3 petites interventions si on ne veut pas retarder après le spectacle. Donc il y a des mains qui se lèvent. Alors je vous demande si vous pouvez de parler de façon courte. Il y a encore du temps après, il y a une pause, une demi-heure. Donc vous pouvez après rediscuter entre vous, avec qui, etc. Je donne la parole à Jean-Pierre. Je vois après 2 autres mains. On va donner honneur aux femmes. Alors, je suis désolée, c'est pas si court, mais il faut vraiment que je le dise. Donc, je suis une personne engagée dans le collectif contre le projet autoroutier de l'A154 et également dans une fédération environnement. Je rentre tout juste de Toulouse, un peu fatiguée, et des ateliers juridiques sur l'A69. Et en fait, voilà, il y a une... Ce qui est intéressant par rapport à ce débat, c'est le principe de la convergence des luttes, qui aujourd'hui, en fait, on a déjà plus de 12 grands projets inutiles qui ont été gagnés, à la fois en termes de droit, mais toujours grâce à de la lutte de terrain aussi. Et ça va forcément de pair. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, quand effectivement on a ce côté, on parlait des menaces tout à l'heure, et quand on parle haut et fort pour défendre l'intérêt général, et qu'on ose s'engager face à l'opposition politique, souvent, hein, puisque... et on devient forcément une cible dans ces cas-là. Et enfin, voilà, c'est un problème de devenir une cible. Et donc je voudrais apporter 4 points de réflexion. Aujourd'hui, il faut avoir à la fois le courage de transformer la menace en opportunité. On voit par exemple de simples citoyens qui sont justement menacés, soit personnellement, soit dans le cadre de l'intérêt général qu'ils portent en eux. Et on voit que dans ces cas-là, ils sont capables de générer une expertise professionnelle et qui est assez impressionnante. Moi je vois justement sur la question de la 69, où de simples citoyens sont devenus des juristes eux-mêmes. Et ce sont des juristes qui le disent. Voilà. Il y a la question aussi du dialogue contradictoire public qu'on nommait. Il y a cette question, effectivement, il y a la grande importance d'arrêter la télévision et de se mettre effectivement aux médias libres et indépendants, mais il faut couper la télé. Je le dis haut et fort parce que c'est souvent, beaucoup le disent, mais ils ont toujours la télé. Voilà. Et au-delà de ça, il faut savoir provoquer nos élus dans du débat contradictoire, parce que souvent, on se rend compte que leurs connaissances sont assez nulles. Je parle dans l'opposition, justement, il y a des choses où non, on est face à la nullité ou face à des limitations, d'accord, mais parfois c'est vraiment de la nullité. C'est pas moi qui le dis, c'est même des juristes. La place des femmes, également, qui me semble aussi important, quand on voit, en fait, justement, dans le combat de la 69, on souligne le courage d'une magistrate, mais on souligne le courage de nombreuses femmes qui ont supporté des combats hauts et forts. Et en fait, où sont les femmes dans le fondement de la démocratie ?
Hein, parce que la déclaration de l'homme avec un grand H, ça suffit peut-être. Hein. Et puis sinon, je voulais aussi parler qu'en termes de propositions concrètes, aujourd'hui, il faut savoir justement venir sur les convergences de lutte. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des milieux autonomes en termes d'éducation. Et c'est là, en fait, où par la rencontre citoyenne, on a tendance à s'auto-éduquer, à s'élever, à se poser des questions, se rencontrer. Et dans tous les milieux de lutte, vous verrez en fait des personnalités qui vont prendre à bras le corps des questions où ils vont devenir professionnels de sujet alors qu'ils ne l'étaient pas du tout. Et autre chose, c'est que dans ces milieux-là, on développe l'empathie. On développe, et en ça justement, on fait des rencontres improbables. Et c'est dans ces milieux, justement, où on développe le collectif, l'intérêt général, au-delà de uniquement nos intérêts personnels. Et souvent, nos intérêts personnels sont amplement satisfaits parce que, justement, on développe l'empathie. Merci. Merci pour ce témoignage riche, dynamique et revigorant. On va finir rapidement. Je crois qu'il y a 2 personnes qui ont demandé. En bas, Jean-Pierre, et après, je ne sais plus. Rue Jean-Pierre, je suis le maire de la commune et je voudrais revenir sur le débat local dont vous avez parlé tout à l'heure. J'ai 3 observations qui peuvent peut-être même un questionnement et je voudrais avoir votre avis sur ces observations. La première, c'est que vous avez parlé de l'expérience de la communauté de communes dans le Jura. Tristement, je constate que les communautés de communes qui avaient pour objectif de favoriser le service à la population est rentré dans une espèce de machine compliquée, complexe. Et je pense, et là c'est peut-être un défaut aussi de nos démocraties, c'est que quand les hommes politiques ou les partis, les anciens partis, n'ont plus d'idées, ce sont les hauts fonctionnaires qui ont des idées. Et ce sont ces hauts fonctionnaires qui nous mènent dans le mur parce qu'en fait on crée des couches supplémentaires avec le motif qu'on peut faire des économies d'échelle quand on regroupe, mais je crois qu'on a oublié l'homme dans ces cas-là. Et ça, c'est ma première observation, et je partage ce que vous avez dit au sujet des comités de communes. Heureusement que la commune est là, parce qu'elle reste le lien privilégié avec la population. Deuxième chose, je pense que solliciter le citoyen dans la vie publique, ou à participer à la chose publique, c'est pas facile parce que les temporalités d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier et je pense qu'elles ne sont plus compatibles avec la capacité et la volonté qu'a le citoyen d'intervenir dans son territoire. J'ai fait l'expérience de citoyens associés que j'ai créé en parallèle des élus, autant que d'élus, avec des RMJ participatifs que j'ai également mis en œuvre, et je constate que c'est presque plus facile d'avoir une équipe de citoyens associés que d'élus. Parce que l'élu, il faut qu'il s'engage sur 6 ans. Et un mandat de 6 ans, c'est long. Et l'énergie, on ne l'a pas toujours. Il y a des événements dans la vie qui font que les petits-enfants, des maladies, le travail. Alors qu'un citoyen associé, il est peut-être plus facilement sollicitable dans la mesure où on est plus en matière de gestion de projet. C'est-à-dire qu'on peut intervenir en tant que citoyen associé sur 1 an, 2 ans, et puis après c'est un autre qui intervient. Donc cette formulation de l'engagement est peut-être, comment dire, difficile à appréhender quand on est un citoyen et peut-être plus compatible aujourd'hui avec l'intérêt général. Et ma troisième observation, bon, je pense qu'on a des outils de sollicitation de la population qui sont dépassés. On vient de lancer 2 enquêtes publiques. On vient de lancer 2 enquêtes publiques sur le territoire, qui ne concernent pas que la commune, mais des communes de la communauté de communes. Un sur le PLUIH, PLUI en tout cas, et le deuxième, c'est sur le schéma directeur assainissement. Donc l'État, d'une manière très organisée, très
très rationnel, organise une enquête publique avec un commissaire enquêteur qui prend les remarques et réclamations et questions de la population. Dans les deux cas, pour la commune d'Orange, c'est 3 personnes qui se sont déplacées en mairie qui ont fait des observations. Pour moi, le système, il est complètement dépassé. Mais malheureusement, c'est un système que les hauts fonctionnaires maintiennent parce qu'il n'y a pas autre chose. Voilà. On ne va pas avoir le temps de répondre, peut-être pour interagir avec lui à la pause, Jean-Pierre, s'il veut te répondre directement, parce que je ne vois pas qu'on mette en retard les gens du théâtre. C'est une dernière intervention et après on va clore le débat. Là-haut. Oui, ce sera rapide. J'aurais eu juste un souhait qui est éventuellement plus de lycéens, mais avec le beau temps, j'imagine qu'ils ont d'autres choses à faire. Et ça serait super que les jeunes de 18, 30 ans puissent écouter, voir ce débat, parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement instructif et je pense à tous ceux qui sont démobilisés ou qui ne comprennent pas ce que c'est que la véritable démocratie est trop influencée par les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faudra que le Café Citoyen fasse une grande publicité de ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci. Une autre conclusion de Yves. Voilà. Oui, peut-être, merci pour la dernière intervention. Sur les luttes, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a jamais eu de grande transformation sans les luttes. Et c'est aussi à travers les luttes qu'on forme la citoyenneté. Je suis plus réticent sur la question de la convergence des luttes. Je crois qu'elle est aujourd'hui partielle. On n'a plus l'équivalent d'un parti politique ou 2 grands partis politiques qui faisaient la synthèse de tout. Et des collègues et camarades, entre guillemets, d'Extinction Rebellion en Grande-Bretagne me disaient quand on essaye d'étendre trop, on perd des gens. Et il faut qu'on reste aussi chacun sur son cœur de cible, en discutant les uns avec les autres, mais la convergence est limitée, et qu'une convergence totale, ça aboutit à réduire ou simplement plus convaincre. Et puis sur les communes, je suis d'accord avec vous sur l'histoire de la communauté de communes et sur les enquêtes publiques. C'est un système qui est daté et qui devrait être transformé. Je pense aussi que ce que vous dites sur la participation des citoyens associés est fondamentale. C'est aussi pour ça que je suis là, pour essayer de comprendre. Je suis spécialisé sur la démocratie locale et je pense qu'on ne peut pas plaquer des choses qui se font à d'autres échelles sur ce qui se fait à une échelle locale. Il me semble que quelque chose qui pourrait peut-être être ajouté à ce que vous avez dit, c'est la participation sur des grands choix. Je vois dans mon département à l'université, on passe un temps fou de réunions pour discuter de broutilles, de détails. Et par contre, les grands choix stratégiques, on n'a jamais le temps de les discuter. Il me semble qu'avoir, dans un mandat de 6 ans par exemple, une vraie discussion de l'ensemble des citoyens sur, voilà, dans notre commune, il faut qu'on fasse, dans notre communauté de communes, il y a, en dehors, disons, de la gestion quotidienne, des citoyens associés sur chacun des projets vont donner une contribution super importante, mais au-delà des projets individuellement pris, il y a 2 ou 3 grandes options qu'on doit prendre. Et là, peut-être que d'autres formes de participation pourraient être organisées. Peut-être, je ne sais pas. On va s'arrêter là-dessus. Je vous demande de remercier Yves.